Salut tout le monde, et ben, voici une nouvelle conférence cette fois avec Constance Caillot, qui est Lead Growth chez Zephyr et qui va nous parler de comment les personas sont au service de la growth. C'est vrai que depuis ce matin, on a parlé beaucoup de tracking, on a parlé beaucoup de produits, on a parlé de segmentation et d'un coup, d'un seul, on réintroduit quand même une notion très chère au marketing et pourtant aussi essentielle, le persona. Et d'ailleurs, Constance, on a hâte qu'elle nous en parle, puisqu'elle a quand même déjà pas mal d'expérience, puisqu'avant d'être chez Zephyr, elle était aussi chez Luco, vous savez, la startup qui a cassé les codes dans le secteur de l'assurance habitation. Donc écoute, Constance, je te laisse dérouler. 40 minutes pour toi. Et encore une fois, n'hésitez pas, vous avez un chat, il est là pour vous. Profitez-en, Constance, elle vous offre 40 minutes. Posez-lui toutes vos questions pour repartir avec un maximum de tips activables. Constance, c'est à toi de jouer. Salut tout le monde. Alors du coup, c'est un peu étrange parce que je vous vois pas, mais n'hésitez pas à communiquer via le chat, comme ça je me sentirai moins seule. Ravie d'être là. Du coup, oui, en effet, moi j'ai été pendant 4 ans chez Luco où du coup j'ai créé l'équipe grosse avant de partir une fois que la boîte avait atteint 200-250 personnes. Et donc là, je viens d'arriver chez Zephyr, qui est beaucoup plus dans les stages, dans le secteur de l'immobilier. Donc je vais essayer de prendre des exemples pendant la présentation, autant que possible, histoire que ça vous parle. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez des points particuliers que vous souhaitez creuser, feel free. Donc, sujet des personas. C'est pourquoi j'ai choisi ce sujet, parce que c'est un des trucs sur lequel on a le plus itéré chez Luco, et un sujet qui a l'air en apparence hyper simple, hyper straightforward, et qui en fait n'est pas si simple que ça, en tout cas quand on veut le rendre actionnable et avoir vraiment des impacts très concrets. On se rend compte en fait que c'est pas si simple que ça. En tout cas, mon expérience a été que c'était plus compliqué que ça n'en avait l'air. Salut. Donc désolée, la présentation était en anglais, mais bon, je pense qu'elle est relativement simple, ça devrait pas poser de problème. Donc sujet persona. Si on prend un peu un pas de recul, déjà une opportunité de marché, c'est quoi? C'est un problème qui est si prégnant, si painful que des gens sont prêts à payer pour cette solution. Donc, on peut se dire à première vue, ok, très simple, les gens qui sont prêts à payer pour cette solution, c'est donc eux la persona, et bam, c'est vite géré. Donc les personas, persona et persona, est-ce que finalement c'est simplement le qui, donc qui est le client idéal, qui a juste envie d'acheter la solution? Un truc qu'on voit souvent, enfin en tout cas un template qu'on voit souvent, c'est cette espèce de scorecard avec la photo du client idéal, avec un peu des archétypes plus ou moins caricaturaux de Matthew, single, qui habite en Californie, qui est friendly, clever, go-getter, etc. Et qui, au final, essaye de définir le portrait d'une personne qui n'existe pas, mais qui serait le client idéal, qui, d'une part, serait confronté au problème qu'on essaye de résoudre, et d'autre part, du coup, pourrait simplement bénéficier de la solution. Donc, une définition finalement très simple de la persona qui peut déjà avoir un certain nombre d'implications, même si, je pense qu'il faut qu'on creuse un poil plus. Un truc dont je me suis rendu compte chez Luco, c'est que optimiser pour les gens qui rencontrent ce problème, sans se poser plus de questions que ça peut être très néfaste. Soit ça peut être juste inefficace, auquel cas, bon, à la limite, on n'a rien perdu. Ça peut aussi être franchement néfaste, et je vous donnerai peut-être un petit exemple à la fin. Du coup, finalement, la question de qui est face à ce problème et qui pourrait bénéficier de la solution, évidemment que c'est une question importante, mais finalement, c'est simplement le tout début de l'iceberg. Si on creuse un tout petit peu, il y a évidemment la question de qui va payer, qui est non négligeable, surtout dans un environnement où on demande de plus en plus aux startups d'aller rapidement vers la profitabilité. Ensuite, il y a une question très pratico-pratique de moi, personnellement, en tant que startup qui est plus ou moins connue, qui je peux légitimement aller convaincre et qui va accepter de prendre le risque de tester ma solution, qui est suffisamment appétent au risque pour tester ma solution. Donc déjà, ça écrème pas mal. Et dernière question, et non des moindres, qui est-ce que moi, j'ai envie d'attirer?
parce qu'il peut y avoir des effets de bord assez pervers, notamment là, moi je suis du coup dans l'immobilier chez Zephyr en ce moment, des effets de bord assez pervers. Donc par exemple, Zephyr, la proposition de valeur, c'est qu'on garantit le net vendeur lors d'une vente immobilière. Donc on peut se dire, ouais, c'est top et tout, ça sécurise les ventes. Il y a aussi un effet très pervers qui est que ça attire aussi les gens qui ont le plus peur de ne pas avoir leur net vendeur, donc probablement aussi ceux qui ont le plus surestimé leur bien, ou ceux dont le bien a un énorme problème qui fait que normalement il ne devrait pas être au prix qui est affiché. Et donc la question de qui on veut attirer proactivement, elle est ultra importante et elle peut avoir pas mal de facettes. Et donc pour revenir à ce que j'ai dit au début, que ça peut être néfaste, vraiment très néfaste en fait, d'optimiser simplement pour le haut de cet iceberg ou de cet entonnoir. Un truc qu'on a repéré assez vite chez Luco, c'est qu'on avait un product market fit très fort chez les étudiants. Donc on avait énormément de... Donc Luco, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros une assurance habitation en ligne, donc très simple à souscrire, en quelques clics, pas très cher, et très simple à, comment dire, unsubscribe, donc à résilier. Et du coup, quand on faisait pas mal de volume, les choses allaient assez bien, etc., on s'est dit, ah bah super, on a trouvé une super poche de croissance sur les étudiants, c'est top, ça nous coûte pas très cher de les acquérir, donc au final, le LTV sur CAC est pas mal, etc. Certes, c'est des petits paniers, mais ça fait beaucoup de volume, machin. Allons-y, allons-y franco. Et donc ça a commencé à nous faire des milliers de clients. Et en fait, on s'est rendu compte 9 à 12 mois plus tard que tout le monde churnait au bout de 6 à 9 mois. Que donc tous les efforts d'acquisition, finalement, faisaient un énorme drop 6 à 9 mois plus tard, et que du coup, la gueule de la courbe, ça commence à se voir quoi, quand on a des milliers, des cohortes de milliers de personnes qui commencent à dropper 6 à 9 mois plus tard. C'est ou alors soit à dropper, soit avoir beaucoup de sinistres parce que les appartements sont mal entretenus. Donc au global, on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'on avait un énorme market fit sur ce segment qu'au final, c'était ce segment-là, enfin cette personne-là, qu'on avait vraiment intérêt à targeter. Et donc, c'est là où arrive un peu le trade-off entre une big company et une profitable company. Profitable et sustainable au sens où assez solide quoi, sur ses fondamentaux. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se poser un peu plus proactivement la question des personas. N'hésitez pas s'il y a des questions, sinon je continue. Un bouquin qui est hyper connu et que... Pardon ? Je veille au grain. Je veille au grain. Je veille au Ça grain. Pour marche. l'instant, pas de questions. Et juste pour te dire, on a l'incontournable Roxane, qui est à peu près dans tous les chats. Donc, merci d'être là, Roxane, qui nous dit simplement, je suis cliente, c'est top. Voilà. Donc, on attend les Merci. questions. Merci beaucoup. N'hésite pas à poser des questions sur ton assurance ou autre chose. Et du coup, donc sans transition, ce bouquin, Crossing the Chasm, qui est un bouquin assez connu, qui parle, pour ceux qui ne connaissent pas, de la difficulté qu'il y a de passer des early adopters à la majorité. Parce que pour la majorité des boîtes, pour pas mal de boîtes, l'objectif, c'est d'avoir la base de clients la plus grosse possible. Et il y a ce qu'ils appellent, c'est la Valley of Death ou un truc comme ça, ce chasm là, le truc qui est en rouge sur le dessin, où c'est comment on passe donc de la persona du début à la majorité, sachant que la majorité en général est plutôt risque averse et donc veut acheter à des brands qui sont déjà établis, mais pour être une brand établie, il faut déjà du coup avoir un pool de clients qui est relativement conséquent. Donc au final, quand on voit ça, on peut se dire en fait c'est complètement débile de se focaliser sur un persona. Et qui plus est d'ajouter toutes ces strates de filtres dont j'ai parlé avant, parce qu'au final, à la fin, il ne reste plus personne, donc on n'a absolument aucune chance d'arriver à passer cette vallée de la mort et de devenir une brand un peu plus établie, quoi. Donc quand on voit ça, on se dit, mais finalement, les personas, est-ce que c'est pas un truc qui est complètement survendu et qui crée plus de problèmes qu'il en résout finalement? Gros cliffhanger là. Une des solutions pour s'en sortir, ça pourrait être de se dire plusieurs personas, éventuellement. Soit plusieurs personas, soit justement être moins regardant, entre guillemets, sur les filtres qu'on applique aux personnes qui sont concernées par le problème. Plusieurs personas, sur le papier, ça paraît pas débile, effectivement, parce que si on target une seule, on se restreint vachement en termes de playing field. Et en plus, du coup, on peut se dire, ok, je vais jamais pouvoir cross the chasm parce que juste, j'aurais pas assez de traction, quoi.
En même temps, il y a quand même, mine de rien, pas mal d'avantages à se focaliser sur une seule persona. Là, j'en ai listé quelques-uns qui me venaient à l'esprit, mais il y en a probablement plein d'autres. Le premier, enfin, et ce qui est un petit peu le sous-jacent de ces trois-là, c'est vraiment le focus, en fait. Surtout quand on est une boîte early stage. Alors, c'est évidemment très différent quand on a une équipe marketing, enfin, quand on a une équipe tout court, d'ailleurs, qui a plusieurs dizaines de personnes. Mais au début, en tout cas, le focus que force à avoir le fait d'avoir une persona, c'est hyper bénéfique. Et par exemple, donc le point 1 qui est le plus obvious quand on est une startup early stage, c'est de se dire déjà, est-ce qu'il y a un product market fit? Le fait d'avoir une seule persona, ça permet d'accélérer la réponse déjà à ce truc-là, au moins sur ce persona. Est-ce qu'il y a un product market fit, oui, non? Après, s'il n'y en a pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas dans l'absolu, mais au moins qu'il n'y en a pas sur ce persona et qu'il faut quand même itérer soit sur le produit, soit sur la persona. Et là, un truc qu'on a fait chez Luco, et je pense qu'on a fait plutôt pas mal, ça a été assez intuitif, donc on ne l'a pas forcément rationalisé sur le moment, mais Luco, au début, c'était uniquement l'assurance habitation d'appartements. Donc que de l'assurance habitation déjà, et que sur des appartements. Par rapport à d'autres concurrents que je ne citerai pas forcément, mais qui ont de l'assurance auto, de l'assurance appart, maison, véhicule électrique d'hiver, chien-chat, enfin, et j'en passe. Et tout ça lancé upfront, en se disant, en fait, nous, la provision de valeur, c'est juste qu'on a 1 milliard d'assurances différents et on va se débrouiller pour tous les pousser d'un coup. Et au final, on peut se dire que c'est dommage de se couper d'un si vaste marché en se focalisant non seulement uniquement sur l'assurance habitation, mais ensuite uniquement sur les appartements. Mais ce que ça nous a permis, c'est d'avoir une vision très très concrète de notre persona, de notre early adopter du début, qui était du coup le locataire d'appart à Paris. Du coup, de prioriser énormément toutes les features qui étaient vraiment spécifiques sur cette persona-là, parce qu'en fait, la persona locataire sur l'assurance habitation, son gros objectif, c'est simplement qu'on lui donne l'appart, donc elle puisse prouver très rapidement qu'elle est assurée. Limite, elle trouve l'appart, elle est assurée dans l'après-midi. Donc ça, c'est typiquement un USP, donc une proposition de valeur qui ne vaut que pour les locataires, mais qui est hyper précieux pour eux. Et donc, on s'est embêté, entre guillemets, à designer un processus de souscription où on peut être couvert du jour pour le jour, justement pour répondre à ce cas de figure. Ce qu'on n'aurait pas forcément fait si on avait ne serait-ce que et les appartements et les maisons. Donc, nous, en tout cas, ça nous a permis d'avoir assez rapidement des premiers clients et des premiers clients qui étaient relativement similaires les uns aux autres, qui du coup se connaissaient, en tout cas sur l'écosystème startup parisien, et de créer pas mal de word of mouth et d'acquisitions organiques comme ça, juste en saturant un mini pool de personnes, un mini pool de prospects, on va dire. Et donc, ça fait lien avec le point 2 qui est optimiser le marketing spend, parce qu'au début, quand on a très peu de budget, chaque euro compte. Et typiquement, le fait de commencer à saturer un tout petit marché, qui est par exemple celui des locataires d'appartements parisiens, ça permet d'être plus efficace sur le budget, parce qu'il y a cet effet repeat qu'on a, parce qu'on peut se permettre de targeter une petite audience. Donc, avec un petit budget, on arrive quand même à faire du repeat. Et donc, évidemment, ça a un impact sur les canaux. Donc, on a fait un truc qui est peut-être contre-intuitif, mais typiquement, on a fait du métro assez tôt, parce que pour ce persona-là, évidemment, le métro, c'est à l'époque, il n'y avait pas toutes les trottinettes et les vélos électriques. Donc, le métro, c'était vraiment le moyen de transport quasiment unique pour cette persona-là. Et évidemment, donc maximiser la conversion avec des créas et des messages qui sont vraiment très pointus. Et un autre truc où ça optimise le ROI, je dirais, c'est plus sur l'effort de l'équipe marketing, parce qu'au lieu d'avoir à pousser l'assurance habitation, chien, chat, machin et tout, avec des USP différents, des visuels différents, peut-être des canaux différents, des CAC différents à gérer, là au moins on avait un métrique très clair sur le CAC, on avait un persona, tout le monde poussait dans le même sens, et c'était relativement facile de s'organiser pour délivrer des campagnes sans se diluer ou sans se défocus sur trop de sujets en même temps. Et le dernier point, qui était maximiser les unit economics. Donc ça, en se focalisant sur les personas qui ont le plus de valeur, on a pu en fait assez rapidement faire de l'A/B testing assez poussé pour arriver à catégoriser très vite les prospects par persona, et se dire très rapidement, eux, c'est des gens qu'on veut, eux, c'est des gens qu'on aimerait avoir, mais qu'on ne se sent pas complètement prêt à avoir aujourd'hui, ou qui nous coûteraient trop cher à acquérir. Donc,
dès qu'on repère dans le funnel que c'est des gens comme ça, bah, on les retarget pas. Et au contraire, eux, c'est des gens non seulement qu'on veut, mais qu'en plus, ils sont pas très élastiques au niveau prix, ou au contraire, ils sont très élastiques au niveau prix, donc on va aller leur pousser un coupon dans la séquence de nurturing CRM, etc. Donc, le plus clair on est sur ces personas, le plus tôt possible dans le funnel, en fait, on arrive avec les signaux faibles à voir est-ce que c'est quelqu'un que je veux ou que je veux pas. Et du coup, est-ce que j'investis en retargeting dessus ou pas, est-ce que j'investis en couponing ou pas, etc., etc. Après, on peut aussi avoir la vision inverse et se dire le fait justement de se focaliser autant sur un persona, finalement, ça limite le nombre de signaux qu'on a parce que on se coupe de tout un tas de personnes. Ce qui, du coup, peut être néfaste au niveau du ROI sur le marketing spend parce que, typiquement, laisser faire les algos, ne pas faire de targeting sur Facebook, etc., ça peut aussi avoir un impact. Je pense que là, c'est une question de stade de maturité de la boîte, en fait. Au début, nous, ce qui marchait très, très bien chez Luco, à l'époque où moi, je m'occupais des campagnes Facebook, c'était vraiment un targeting hyper micro, avec différentes couches d'intérêt qui se superposaient, etc., pour avoir un targeting très fin. Et au final, au fur et à mesure qu'on grossit et qu'on a les budgets qui grossissent, on peut plus se permettre de faire ça. Donc finalement, assez naturellement, au fur et à mesure que la boîte grossit, on va vers plusieurs personas. Mais je reste assez convaincue qu'au début, c'est quand même très vertueux de se forcer à se focaliser sur un, même si ça peut être assez rageant, puisqu'on a le sentiment de se couper d'opportunités quand on ne fait pas des trucs qui ont l'air évidents et qui ont l'air à portée de main, en délibérément choisissant de se focaliser sur autre chose. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, mais encore une fois, n'hésitez Pas encore de question, mais en revanche, je me permets un rebond là, parce que ce que tu dis sur le persona est fondamental, mais à chaque fois qu'on parle de persona, on se pose la question du niveau de détail pour qu'il soit suffisamment spécifique. Là, tu as décrit un usage qui est celui des jeunes sur la location immobilière qui sont en recherche de fluidité et de réactivité. À quel point est-ce qu'il faut rentrer dans le détail pour un persona et à partir de quand est-ce qu'on se dit qu'on a atteint une taille de segment en dessous de laquelle il ne faut pas aller, sinon ça devient carrément de la niche? Je pense que alors, il y a deux questions, je pense, dans ce que tu dis. À quel point on a trop de détails? Alors, nous, je pense que c'est clairement une des erreurs qu'on a faites chez Luco, c'est qu'on a voulu trop bien faire l'exercice de persona au début. Et pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois qu'on le faisait sérieusement, on va dire. Et du coup, on a voulu aller très très loin dans le détail, essayer de sizer assez précisément les segments, de rajouter pas mal si on revient là sur l'espèce de scorecard du type au début, essayer d'être hyper précis sur tout ce qu'il y avait là-dedans, de faire les entretiens quali, des entretiens quanti, d'agréger des sources externes, etc., etc. Et au final, on a atterri sur une usine à gaz qui n'était pas du tout actionnable. Parce qu'au final, ça nous fait une belle jambe de savoir tout un tas de trucs sur la personne. Si on n'est pas capable de traduire ça en levier marketing, donc typiquement de façon très basico-basique, si on n'est pas capable de mettre ces critères-là dans les plateformes, notamment Google, Facebook, etc., au final, ça ne sert pas à grand-chose. Alors certes, on peut avoir un messaging hyper fin, mais si on ne sait pas comment targeter les gens, c'est un peu dommage. Donc on a refait une V2 quasiment un an plus tard qui était radicalement streamlinée et beaucoup moins ambitieuse, mais beaucoup plus actionnable. Et au final, je pense que ça n'a pas forcément besoin d'être supra détaillé. Déjà parce que, comme tu dis, tu risques d'atterrir sur une niche qui est microscopique. Et ensuite, parce qu'au final, il faut le principal objectif, c'est que ça reste actionnable, quoi. Et c'est pour ça que c'est aussi parfois un peu dangereux quand c'est le product qui lit l'exercice de persona. Parce que je pense que ça arrive dans pas mal de boîtes, que ce soit plutôt le product qui soit à la manette là-dessus. Et là, le danger, c'est que le product n'a pas forcément l'idée de se dire, OK, mais typiquement, telle et telle audience, est-ce qu'elle est disponible sur Facebook ou est-ce que tel ou tel critère démographique ou d'intérêt ou je ne sais quoi est disponible sur Google? Et si ça ne l'est pas, en fait, ça ne sert absolument à rien d'avoir un persona qui est basé dessus parce qu'on ne pourra jamais le chercher. Donc là, ce que tu nous dis presque, c'est un bon persona, faut presque le construire à partir des critères de ciblage, donc aussi des partis pris sur les canaux. Enfin, sans tomber dans de la caricature où tu vas pas non plus faire un persona uniquement sur une collection de mots-clés ou sur une liste d'intérêts dans Facebook, mais en tout cas, il faut qu'il y ait le bon niveau entre, il faut que ça soit stratégique et en même temps, derrière, qu'on puisse s'appuyer sur ce que les régies nous proposent, par exemple, si on fait du paid pour les toucher. Exactement. Le seul bémol, entre guillemets, c'est il y a un truc, les lookalikes, c'est le seul truc qui permet vraiment d'aller chercher un persona qui est tailor-made, entre guillemets.
Donc, nous, on avait des audiences lookalike qui étaient alimentées spécifiquement par nous, en se disant, bah, typiquement, ça, c'est le lookalike du persona X, ça, c'est le lookalike du persona Y. Et là, dans ces cas-là, on arrivait à faire passer un peu nos critères à Google et Facebook. Bon, après, avec la black box aussi que ça implique au niveau de à quel point ces critères sont pris en compte ou pas. Ouais. Mais ouais, au global, je pense que clairement, l'actionnabilité, ça doit être vraiment dans le top des critères quand on définit des personas. Très clair. Hop, je réavance. Hop. Du coup, nous, quand on a fait cet exercice de persona et qu'on s'est rendu compte que déjà, la première itération de persona n'était pas du tout actionnable. Deuxième itération, du coup, on se rend compte qu'au fait, notre persona restreint vachement le monde des possibles. Et la question qu'on s'est posée, en tout cas moi j'ai passé pas mal de temps dessus, c'est de se dire, là je suis en train de dépenser du budget, de construire une marque sur un persona qui ne sera pas notre persona cible, parce que en tout cas par exemple sur le marché de l'assurance, là où il y a le plus de valeur en termes monétaires, c'est pas sur les locataires d'appartements à Paris, c'est plutôt sur les propriétaires de maisons. Et donc, c'est comment, c'est un peu comment on cross the chasm. Donc, c'est comment on bridge le gap entre le petit marché d'early adopteurs hyper appétant que j'ai bien craqué en acquisition et le gros du marché qui est du coup un persona complètement différent, qui lui a besoin d'être rassuré, machin. Mais du coup, comment je le rassure, sachant qu'aujourd'hui, moi, je suis tout petit et du coup, je peux pas les. Et du coup, ce fameux paradoxe de la majorité veut des brands established, mais les brands established, pour être established, elles ont besoin de la majorité. Et à ce moment-là, on a découvert un truc qui depuis est assez mainstream, les jobs to be done, qui est une vision un petit peu différente des personas, mais qui est relativement voisine en même temps. C'est plus de se dire, on va pas chercher qui est le client idéal, on va chercher à se dire quel est le job que chaque persona a besoin de faire et quel est le job que remplit mon produit. Et donc la citation qui est assez connue là-dessus, c'est « People don't want a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole ». Donc les gens, ils veulent pas une perceuse, ils veulent un trou. Hein. Et ils veulent le résultat. Et à la limite, comment toi, tu fais pour leur fournir le résultat, finalement, c'est pas forcément le truc le plus important. Et donc, si on compare un peu côte à côte les personas et job to be done, c'est pas contradictoire, c'est pas des trucs qui sont contradictoires, c'est juste deux façons de regarder le même problème finalement. Dans les personas, on est plus focalisé sur le who, et sur les jobs to be done, plus sur le what, donc quel est l'output que le persona est en train de rechercher. Du coup, les personas, elles sont peut-être plus actionnables d'un point de vue marketing, en tout cas si on prend en compte l'actionnabilité dans la façon dont on les fait. Le problème, c'est que le starting point, c'est le produit. Donc, c'est-à-dire, on prend notre produit et on se dit qui sont les meilleurs clients pour ce produit. Donc, ça sous-entend que le produit est déjà bon. Et donc, ça ne remet pas forcément en cause les features du produit, ou en tout cas pas les macro-features. Et comme on disait, le fait d'avoir un seul persona fait que atteindre la majority, c'est compliqué. Quoi. Et à contrario, donc les jobs to be done, c'est plutôt sur le what. Donc, qu'est-ce que mes clients espèrent atteindre comme but et comment mon produit, du coup, comment mes différentes features vont pouvoir aider différentes personas à atteindre leur but. Donc, c'est plus quelque chose qui est utilisé par les product teams, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Et le starting point, c'est vraiment le user. Donc, on ne présuppose pas, en fait, de quelle est la solution. On part vraiment du problème du user et ensuite, on define la solution autour de ça. Le problème, c'est que pour quelqu'un qui travaille au marketing, justement, c'est pas du tout actionnable au point de vue marketing, parce que le mec qui dit « Ok, j'ai besoin de faire un trou », ça te dit absolument pas comment tu vas le trouver sur Google, quoi. Donc, si je prends peut-être un exemple un poil plus concret, nous, pour revenir à ce que j'ai sur les early adopters, donc c'était vraiment les locataires start-upers, on va dire, à Paris. La majorité, la early majority, donc c'était, on va dire, les trentenaires plutôt propriétaires, donc relativement jeunes, mais déjà quand même propriétaires. Et comment on a fait pour passer de l'un à l'autre? En fait, on a utilisé les jobs to be done pour passer de l'un à l'autre.
On s'est dit donc le start-upper, lui, de quoi il a besoin d'un truc juste qui lui permette d'avoir une attestation d'assurance envoyée à son propriétaire, si je schématise big time. Il veut pas savoir ce que c'est qu'une assurance, il en a rien à faire et il a aucune idée, il a aucune intention d'y passer du temps. Donc ça, c'était vraiment notre proposition de valeur de base et ce sur quoi on a fait notre acquisition pendant, je dirais, jusqu'à la série A, peut-être même un peu après la série A. Et petit à petit, donc on a grossi, on a développé les volumes, on commençait aussi à développer notre brand equity à travers les campagnes métro, à travers aussi notre première campagne télé, à travers de plus en plus d'articles de presse, tout simplement aussi de plus en plus de bouche à oreille, et puis nos personas qui vieillissaient et qui passaient progressivement aussi dans cette catégorie early majority. Et eux, donc early majority, leur besoin, c'est vraiment la réassurance. Je veux être sûr d'avoir fait le bon choix, je veux pas me tromper, je veux que ma famille soit bien protégée, etc. Et donc, au final, en incluant de plus en plus de features de ce type, et donc en essayant de couvrir ce deuxième job to be done, plus en faisant grossir les volumes sur notre early persona, on a commencé tout doucement à pouvoir parler à la early majority. Et on a commencé. Et à un moment, on a quand même fait un petit leap of faith qui était de se dire bon les canaux pour aller toucher la early majority, il va y avoir du offline. Et donc on a fait notre première campagne télé. Et à ce moment-là, ça a commencé du coup à vraiment enclencher la pompe sur la early majority. On a changé notre channel mix pour aller chercher ces gens. Donc sur l'assurance, c'est notamment de passer plus par des agrégateurs comme le Lynx, les Furets, et moins par de l'acquisition directe. Et tout ça nous a permis du coup de commencer à aller vers la early majority. Et ensuite, donc là, au moment où je suis partie de Luco il y a quelques mois, ils allaient. Enfin, c'est un mouvement qui s'arrête jamais, quoi, d'aller toujours vers un persona un peu plus large, et qui au final est de moins en moins tech savvy et de plus en plus loin du persona initial. Et nous, la façon dont ça s'est matérialisé, c'était vraiment dans un switch un channel mix très différent. Au fur et à mesure. Donc au début, un channel mix très digital. Ensuite, avec une partie offline avec la télé. Et au final, là, il y a quelques mois, on a racheté une boîte qui s'appelle Uncle, que peut-être vous connaissez, qui en fait travaille avec un réseau d'agences immobilières, parce qu'on s'est dit, mais la vraie majority, la late majority, là où on la trouvera, c'est sur du 100% offline, via un canal indirect, via ces agences immobilières. Donc, Et d'ailleurs, je pense, petite question au passage, on parle quand même d'assurance, on parle quand même d'une start-up, donc par essence une entreprise dont l'avenir est pas toujours certain. Je veux bien que les premiers users soient tech savvy et totalement ouverts à de l'innovation, mais comment quand même vous avez réussi à rassurer sur la solidité de la boîte et dans quelle mesure la réassurance, y compris sur des early adopters, c'est quelque chose d'important à faire passer dans tout le funnel quand on est une assurance. on avait évidemment des éléments de réassurance dès le début, parce que effectivement, c'est une des premières objections, notamment des propriétaires qui reçoivent l'attestation du locataire, c'est mais est-ce que c'est sérieux ce truc-là ou est-ce que c'est un scam? Est-ce que vraiment la personne va être couverte ou pas? Et du coup, enfin oui, évidemment, on avait des éléments sur la solidité financière, etc. Mais disons qu'il y a un niveau de il y en a qui creusent plus ou moins, on va dire, ces sujets-là, et il y en a qui, même quand ils ont les chiffres, ou même quand ils ont le nom des partenaires assureurs qui nous backent, etc., pour certains, ça suffit pas. Et en fait, au final, il y a pas mal d'irrationnel aussi là-dedans. Et le fait de simplement avoir été vu à la télé ou des choses comme ça, ça lève pas mal d'objections de réassurance qui sont assez... qui pourtant, enfin, la situation financière de la boîte est exactement la même. Donc, Ouais, ouais, en fait, c'était un peu là où je voulais tendre, mais c'est qu'il y a clairement des canaux où quand on sait que tu as les moyens de te les payer, ça rassure tout le monde, on questionne plus ta solidité, quoi. ouais, exactement. Ok. Exactement, mais donc pour avoir les moyens de se les payer, il faut quand même que tu aies survécu suffisamment longtemps pour lever suffisamment Ouais. d'argent pour pouvoir te les Oui, payer, oui. quoi. Il va falloir faire un peu de growth avant, enfin de digit pur. Ça marche. Ouais, Merci. carrément. Top. Du coup, on arrive sur la fin. Donc si moi je regarde moi là où j'en étais il y a 4 ou 5 ans quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet des personas et que les trucs que j'aurais aimé savoir et qui m'auraient aidé, j'ai essayé de les résumer de façon
la plus basique possible, la plus actionnable possible plutôt que basique. Dans les trucs à faire, il y a un truc qui est évident et dont je n'ai pas parlé, mais qui sous-tend chacune des actions, c'est d'avoir un minimum de tracking et de data analytics. Donc, d'après ce que disait Florent, ça a déjà été évoqué aujourd'hui, donc parfait. Mais typiquement, se rendre compte que telle métrique bouge différemment sur tel persona versus tel autre. Par exemple, le churn est plus élevé sur tel persona plutôt que tel autre. Ou nous, en l'occurrence, c'était les sinistres sont plus élevés sur tel type de maison plutôt que tel autre, etc. Et au final, se dire, est-ce que la persona que je target, est-ce que c'est vraiment la persona qui va rendre mon business solide, etc. ou pas? Et pareil, donc arriver à capter les early signals pour pouvoir identifier la persona le plus vite possible et décider ou pas d'investir. Tout ça, ça demande un minimum d'investissement en tracking et en analytics. Et on peut avoir l'impression peut-être au début que oui, Google Analytics, c'est cool, on va réussir à s'en sortir avec ça, etc. Là, moi qui viens d'arriver chez Zephyr dans ma nouvelle boîte, c'est le premier recrutement là que je fais. D'ailleurs, petit aparté, oui, je recrute, n'hésitez pas. C'est un data analyst pour justement setuper tout ça, parce que c'est absolument critique. Et en fait, cette personne justifiera 1000 fois son salaire en termes de ROI par l'efficacité qu'elle va nous faire gagner ne serait-ce que sur le marketing, mais même au-delà du marketing, en fait, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le premier truc à faire. Et je recrute aussi en gros, d'ailleurs, side note. Le deuxième do, c'est avoir en tête comment cross the chasm dès le début. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour ne pas en fait antagoniser, prendre des décisions maintenant qui antagoniseront la early majority ou la late majority. Donc se focaliser sur un persona, oui, mais pas au détriment des autres, en fait. C'est peut-être comme ça que je le résumerai. Et donc typiquement, une erreur qu'on a failli faire, qu'on a un peu fait, qu'on a corrigé un petit peu sur le tard, c'est quand on s'est rendu compte que donc, la late majority, elle était majoritairement offline, et que c'était comme ça, même si la société se digitalise, machin, quoi qu'il, il reste quand même beaucoup de gens, même parmi les jeunes, qui sont offline. On avait commencé, nous, on va pas cracher, mais disons à être peut-être un poil méprisant ou un poil pas très friendly, on va dire, avec, entre guillemets, le vieux monde, donc que ce soit le vieux monde de l'assurance ou, en effet, les agents immobiliers qui avaient pignon sur rue, etc. Et grave erreur, parce qu'au final, du coup, là, ça est en train de devenir un de nos canaux d'acquisition principaux. Donc ça, je pense que si on l'avait eu en tête dès le début, on aurait évité dans nos messages marketing, etc., dire on fait table rase du passé, on part sur un nouveau modèle d'assurance parce que tous les autres, c'est des nuls, ou parce que voilà, tout ce qui est offline, c'est le vieux monde, c'est nul, etc. Bon, je caricature à fond, évidemment, mais c'est un exemple très concret de si on avait planifié un poil comment on allait finir par atteindre en fait le gros du marché, on aurait probablement agi un peu différemment, quitte même à prendre des contacts un peu early avec ce monde-là pour commencer à dessiner tout doucement en pointillé un peu le chemin vers ça, quoi. Et dans les don'ts, un truc, effectivement, expand too early outside early adopters, just because you can. Surtout dans un contexte où le capital est contraint, comme en ce moment de plus en plus, ça devient ultra critique, je pense, ce truc-là, même si c'est ultra tentant. Et je pense que j'ai fait l'erreur dans le passé de lancer des nouveaux trucs ou des nouveaux produits juste parce qu'on peut, sans avoir suffisamment solidifié la base existante. En fait, on stretch l'utilisation du capital, on augmente les coûts, etc. Et donc ensuite, ça demande 3 fois plus de taf, en fait, d'arriver à couvrir 2 cibles. C'est pas 2 fois plus de taf, c'est pas 1,5 fois plus de taf. En fait, c'est 3 fois plus de taf. Parce qu'en plus, il y a des besoins de coordination. Enfin, il y a tout un tas de nouveaux besoins, en fait, qui arrivent. Et en voulant servir 2 cibles, on risque de servir les 2 mal. Et au final, de perdre sur les 2 tableaux. Donc, en tout cas, early stage. Après, évidemment, quand l'équipe a une certaine taille, ça peut être jouable. Et même, ça doit être jouable parce que sinon, on n'arrivera jamais à toucher l'intégralité du marché. Enfin, en tout cas, un gros bout. Mais c'est un gros risque early, je pense. Et le deuxième, bon, on en a déjà pas mal parlé, du coup, c'est sur cette histoire d'actionnabilité. Je pense qu'un des gros risques en voulant bien faire, c'est d'être trop dans le détail. Déjà, d'y passer trop de temps plutôt que de tester et d'itérer vraiment très concrètement.
et ensuite d'aboutir sur un truc qui est tellement compliqué qu'au final, ça sert à rien et on le met à la poubelle parce que juste, on peut rien en faire, quoi. Donc voilà, juste quelques réflexions sur les Non. personas. Ouais, Je suppose passionnant que parce qu'en plus, tu raison. l'abordes d'une manière qui stretch le sujet, qui est vraiment hyper intéressante. Et c'est intéressant ce que tu dis du coup sur le fait de s'étendre. Alors trop tôt, trop tard, c'est toujours un peu délicat. Là, quand tu dis too early, ça veut dire quoi? Donc vous aviez un product market fit sur un cœur de cible avec, on va dire, un funnel maîtrisé, un CPA à peu près stabilisé. Quand tu dis too early, c'est quoi? C'était pas encore assez solide, il fallait vraiment avoir saturé son marché initial ou avoir garanti que la lifetime value tenait la route, qu'il n'y avait pas trop de churn. Comment est-ce qu'on peut voir si c'est too early ou pas pour se diversifier en termes de cible? Je pense que c'est compliqué. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une bonne réponse à ça. Je pense qu'on peut toujours tâter le terrain. On peut toujours tâter le terrain et on ne sait jamais exactement si c'est pile poil le bon moment, évidemment. Je pense que tester des canaux d'acquisition différents, ça peut déjà être une indication en voyant le taux de conversion sur ces nouveaux canaux de est-ce que la proposition de valeur est complètement pétée ou pas. Euh, Too early, je pense que ouais, déjà il faut que les unités économiques s'y tiennent la route sur le premier truc. Ça c'est clair et enfin c'est juste clair et pardon, Bon, net ouais, et il y a pas précis. de sujet, mais ouais, Donc faut servir. si les, Première session. si les unités Ouais. économiques sont positives, voilà. Si déjà c'est positif, qu'on arrive à avoir un trend qui est relativement bon avec peu de, enfin un churn maîtrisé, etc. et qu'il n'y a pas un énorme feu, on peut se dire qu'on va commencer à tester pour une nouvelle persona. Là, il y a un bottleneck qui arrive souvent qui est la tech. Donc, à quel point mon produit, je peux utiliser le même produit pour servir une autre audience. À quel point, en fait, j'ai quand même besoin d'un investissement tech. Et donc là, nous, ce qu'on faisait en général, dans ces cas-là, c'est qu'on faisait vraiment un MVP assez crade pour tester le terrain, justement, souvent en no-code, avant de vraiment mettre des ressources tech pour développer un truc complètement différent. Donc typiquement, là, avant de mettre all-in sur la distribution offline, on a d'abord fait un MVP avec des outils Bubble, no-code, pour arriver à tester est-ce que ça prenait. Et une fois qu'on commence à avoir un peu de traction là-dessus, que le CVR est pas trop mauvais, que les units économiques ont l'air d'aller dans le bon sens et qu'on pense qu'on va pouvoir du coup avoir des units économiques positives aussi sur ce segment, bah là, il y a la décision d'investir ou pas. Et en l'occurrence, du coup, ça peut être des sommes importantes, parce que ne serait-ce que 6 mois de l'équipe tech, en fait, ça représente une somme importante, ou une campagne télé, ça représente une somme importante. Donc, ouais, il y a plein de façons une fois qu'on pense être plus ou moins prêt, il y a plein de façons de tester. De toute façon, on n'est jamais prêt à 100% non plus, parce que ça serait trop facile. Mais il y a aussi un truc tout bête, c'est qu'à partir du moment où on a plus ou moins saturé une audience, on voit aussi des CAC qui augmentent sur les early adopters. Parce que juste une fois que tout le monde a vu ta pub sur Facebook et qu'il y en a qui n'ont pas cliqué, bah, c'est qu'en fait, ils ont pas l'intention de le faire. Donc, nous, à chaque fois qu'on a vu comme ça un truc qui commençait à s'essouffler, là, c'est le signe qu'il faut vraiment pas tarder, ou enfin, même qu'on est limite encore un petit peu en retard, en fait, sur le fait d'avoir testé une autre audience, quoi. Très bien. Je regarde du côté du chat, pas de questions de celles et ceux qui nous suivent. Je laisse une petite minute en plus. Au passage, donc, je vous le rappelle, je me suis permis de partager le LinkedIn vers le profil de Constance. Yes, et donc je me N'hésitez permets de vous rappeler que je recrute donc pas. en data, en data analytics et en acquisition sur des profils mid-senior, donc n'hésitez pas. Vas-y, alors, tu sais quoi, t'as une minute pour pitcher pourquoi faut venir bosser avec toi. T'as de la chance. Trop bien, ah, voilà, j'y vais. Pourquoi il faut venir bosser chez Zephyr? Donc Zephyr, c'est une boîte qui fait de la PropTech. La raison pour laquelle moi j'ai rejoint cette boîte, c'est qu'elle a une équipe qui est absolument incroyable, que des seniors, en gros de pas mal de super startups de la place. Donc par exemple, on a en sales le fondateur de Tiller System, on a en product l'ancien VP product de Back Market, on a en brand l'ancien VP brand de Swile, en HR, on a la première DRH d'Alan. Voilà, donc on a une équipe qui est vraiment ultra solide et on exécute à une vitesse qui est absolument incroyable. Et pourtant, chez Luco, on n'était pas non plus les pires. Donc voilà, une team de ouf, un marché de l'immobilier qui certes en ce moment est un peu complexe, mais en même temps, du coup, il y a vraiment plein de choses à faire. Et cerise sur le gâteau, backé par Sequoia, donc on a quand même un petit peu de capital devant nous.
Bon, bah, si avec ça vous postulez pas, je crois que même moi, je vais peut-être y réfléchir. Donc, Vas-y. bah, merci beaucoup. Ouais, bon, c'est pas dit que j'ai le bon profil. À mon avis, je suis pas assez fort pour être avec une dream team comme ça, mais en tout cas, merci beaucoup, Constance, pour ces éclairages et ce temps. Bon après-midi tout le monde, puis peut-être qu'on se retrouve dans la dernière session, puisque je vous le rappelle, 16h40, on va retrouver Juliette Hervé de chez Join, qui va nous parler des 6 astuces concrètes pour aligner vos équipes sales et marketing aussi bien qu'une licorne. Allez, on verra ça. Bon, merci beaucoup, à plus tard. Merci, ciao.